Aujourd'hui, on se retrouve pour swatcher ensemble les 140 couleurs de l'aquarelle de Schwink grâce à cette petite dot carte que j'ai trouvée chez Aquarelle et Pinceaux et que j'ai payé à peu près une vingtaine d'euros. Et voilà à quoi ça ressemble à l'intérieur. Donc le principe de la dot card, c'est d'avoir des petits échantillons de toutes les couleurs comme ça, et en fait ça te permet de tester les couleurs pour une somme relativement raisonnable, et derrière, si tu veux ensuite acheter des godets ou des tubes de peinture, bah ça te permet d'être sûr dans ton choix des couleurs. Et quand tu es sur des gammes assez chères, ce qui est le cas ici, c'est la gamme Horadam de Schwink, donc c'est quand même une gamme professionnelle qui est clairement pas donnée, bah ça t'évite d'acheter des tubes ou des godets assez chers à l'unité qui finalement ne vont pas te plaire. Après, quand tu commences à investir dans de l'aquarelle de qualité, il y a d'autres paramètres à prendre en compte que seulement si la couleur te plaît ou pas. Et c'est un petit peu tout ce que tu vas retrouver dans la légende. Donc déjà, il y a l'opacité de la couleur. Là, tu peux voir que si tu as un petit carré vide, c'est transparent. Et à l'inverse, s'il est plein, c'est opaque. Et entre les deux, tu as semi-transparent ou semi-opaque. Tu as également, très important, la résistance à la lumière. Donc tu peux voir que si on a 5 étoiles, c'est extrêmement résistant. Et à l'inverse, si on en a seulement une, c'est très peu résistant à la lumière. Donc ça, si tu as pour objectif d'exposer ou de vendre tes réalisations, par exemple, bah c'est un critère capital à prendre en compte. Ensuite, tu as également le paramètre de la résistance à l'eau avec facilement ou difficilement lavable et la granulation. Donc ça veut dire que quand tu as un jet, c'est une couleur qui granule et quand tu n'en as pas, bah c'est une couleur qui ne granule pas. Et c'est parti pour les swatchs. Alors, dernier petit paramètre quand même très important que j'ai pas précisé, c'est le pigment ou les pigments utilisés dans chaque couleur. D'ailleurs, ils n'étaient pas mentionnés sur la dot card, mais je les ai retrouvés sur le site de Schwink en quelques minutes et je les ai rajoutés à la main. Alors perso, je suis pas encore hyper calée sur les propriétés de chaque pigment, mais si ça t'intéresse, tu pourras toujours aller vérifier sur internet, je te mets un lien dans la description avec un site qui rassemble plein d'infos au cas où tu veux en savoir plus sur les pigments dans les couleurs qui t'intéressent. Pour les blancs, la gamme Schwink offre deux blancs, le blanc de titane couvrant et le blanc de Chine permanent, et la différence c'est principalement leur opacité. Donc si tu cherches plutôt un blanc opaque, et bah tu vas plutôt t'orienter sur le blanc de titane couvrant, tandis que si tu préfères avoir un blanc le plus transparent possible, tu préféreras le blanc de Chine. Ensuite, on attaque les jaunes avec un jaune de titane, donc PY53, Light Fast, et semi-opaque. D'ailleurs, on peut bien voir qu'il est semi-opaque puisqu'il recouvre quand même pas mal les écritures. C'est un jaune très doux qui donne presque l'impression d'être composé d'un pigment blanc, mais pas du tout, il est bien monopigmentaire. Ensuite, on a le jaune citron PY3, et donc ça c'est vraiment une couleur hyper classique. C'est un jaune froid, de toute façon là on est clairement du côté des jaunes froids, hein, donc on va utiliser en général pour mixer des verts très vibrants et très saturés, et c'est un très joli jaune. Un bon classique à avoir parmi ces primaires. Puis on a le jaune de cadmium citron PY35. Donc le bon côté du cadmium c'est que en général c'est light fast, par contre c'est aussi quelque chose de toxique, donc perso j'ai tendance à les éviter un petit peu sur ma palette. Aussi en général ces pigments sont opaques ou semi-opaques, comme celui-ci il est semi-opaque. Ensuite, on a la teinte jaune de Chrome Citron, et en général quand dans le titre tu as teinte, ou en anglais hue, ça veut dire que le pigment utilisé dedans n'est pas le pigment originel que on appelle habituellement Chrome Citron. En l'occurrence, effectivement, Schwink nous dit que c'est une alternative au pigment de chrome qui de base est toxique. Et donc c'est toujours un jaune froid et qui cette fois-ci est complètement transparent, avec le pigment Y175. Au contraire, le jaune de vanadium, lui, est opaque et tu peux voir qu'il est également résistant à la lumière. Donc si sur ma palette j'ai envie d'avoir un jaune qui tire sur le vert opaque, et bah je préférais le vanadium plutôt que le cadmium pour éviter le côté toxique. Ensuite, on a un jaune de cadmium clair, toujours PY35. Donc en fait, tu peux avoir plusieurs déclinaisons avec des teintes différentes pour le même pigment, ce qui est le cas chez les cadmiums. Donc toujours quelque chose de plutôt light fast et semi-opaque. Ensuite, on a le jaune pur PY154 et c'est un jaune très primaire, ni trop froid ni trop chaud, il est assez polyvalent et si tu n'as qu'un seul jaune sur ta palette, ça me paraît être un très bon choix. Il est transparent et résistant à la lumière. Même chose pour la teinte auréoline PY151, je trouve que c'est un jaune assez primaire qui n'est ni très chaud ni très froid et il est semi-transparent et light fast. À partir du jaune de cadmium moyen, je trouve qu'on commence à doucement arriver dans les jaunes chauds, c'est-à-dire ceux qui tendent légèrement plus vers le orange.
Donc comme tous les cadmiums, il est light fast et semi-opaque et composé du pigment PY35 et malheureusement toxique. Pour la teinte jaune de chrome clair, je pense qu'ils ont mélangé deux pigments PY153 et PY155 pour essayer de se rapprocher le plus possible de la teinte originale de chrome qui devait être toxique. Donc c'est un très joli jaune, mais pour les primaires, j'ai tendance à privilégier les couleurs monopigmentaires. Donc là, vu la gamme qui s'offre à moi, je vais pas aller chercher une couleur primaire qui a deux pigments. Le jaune transparent PY150, il est très bizarre, même en ayant la couleur sous les yeux, je suis incapable de te dire s'il est plutôt froid, plutôt chaud, j'ai l'impression qu'il est un mélange des deux, donc c'est une couleur vraiment particulière. Je sais pas exactement à quoi elle peut servir différemment d'un autre jaune, mais en tout cas elle est vraiment à part. Pour le jaune de Turner, alors il y a marqué qu'il est semi-opaque, mais moi je trouve qu'il est vraiment très opaque, il donne presque l'impression qu'on a mélangé une touche de gouache blanche avec. Mais c'est pas du tout le cas, il est bien composé du pigment Y216 et c'est tout. En tout cas, moi je me verrais bien l'utiliser pour des tons de peau. Ensuite, on a la teinte de Quinacridone Or qui est composée de deux pigments pour essayer de se rapprocher de la teinte de ce pigment de base qui, je crois, n'existe presque plus dans le commerce parce qu'il y en a presque plus. Je suis pas sûre, mais je crois que c'était pas renouvelable et que il y en a quasiment plus, donc c'est devenu très difficile de trouver le pigment original et quand on trouve, ça coûte une blinde. Malgré ça, ça reste une couleur magnifique. Ici, elle est composée du pigment Y150 et du pigment rouge 101. Et là, tu peux le comparer à l'or de quinacridone de Sennelier, qui est sur ma palette habituelle, et je les aime tous les deux beaucoup. Puis on a la teinte jaune de chrome foncé PY65, et là, tu peux voir qu'on se dirige vraiment vers les jaunes qui commencent à tendre fortement sur le rouge. Il est noté 3 étoiles pour la résistance à la lumière et il est semi-transparent. Puis on a un jaune de cadmium foncé, toujours dans les grands classiques, celui-ci est composé de deux pigments, PY35 et PO20. Alors entre le fait que c'est toxique et qu'il y a deux pigments, honnêtement c'est pas du tout la couleur que je choisirais dans toute leur gamme. Le jaune indien, lui aussi est composé de deux pigments, mais malgré ça je le trouve vraiment magnifique. Et vu qu'il est quand même light fast et très transparent, j'avoue que je pourrais facilement craquer dessus. Donc on a PY110 et PY154, et franchement, en général, j'adore les jaunes indiens. Mais il y a quand même ce jaune orange monopigmentaire avec seulement PY110 qui lui fait une solide concurrence, puisqu'il est également light fast, très transparent, et que franchement les teintes sont assez proches. Le jaune orange tire encore un peu plus sur le orange, mais moi ça me dérange pas. Donc entre les deux, mon cœur balance. Bien sûr, j'ai fait tout ça pas du tout proprement, donc tu peux voir que j'ai touché le petit point du dessous et que les deux couleurs fusent entre elles, mais c'est pas grave. Puis on a un orange de cadmium clair qui cette fois-ci n'est pas composé de PY35 puisqu'on passe dans le orange, mais de PO20. Il est toujours light fast et toujours semi-opaque comme la majorité des cadmiums. Ensuite, on a la teinte orange de chrome et tu peux voir que cette fois-ci, ils ont réussi à trouver un pigment unique, PO62, pour remplacer le pigment original qui était toxique. Il est résistant à la lumière, semi-transparent et j'avoue que j'ai un peu un coup de cœur pour ce orange, donc je pense que je vais sûrement le mettre sur ma future palette schmink. Ensuite, on a le orange de cadmium foncé, encore une fois avec PO20, très opaque et c'est un très joli orange opaque et résistant à la lumière. Ensuite, on a le orange transparent fait à partir du pigment PO71 et Schmink nous dit que, mélangé à du bleu outre-mer, on peut obtenir des teintes de gris neutres. Et à partir de là, on commence à doucement se diriger vers les oranges qui tirent vers le rouge, voire vers les rouges orangés. Et on commence avec le rouge de Saturne, mais le pigment utilisé, tu peux voir que c'est PO64, donc le pigment c'est encore orange. On a donc un rouge qui tire très très fortement vers le orange, light fast et semi-transparent. Puis on a le rouge de cadmium orange, toujours avec PO20 et qui a les mêmes caractéristiques que d'habitude. Juste après, on a le rouge permanent orange qui en fait ressemble énormément au cadmium orange, mais juste pour éviter le côté toxique, il propose une alternative qui cette fois-ci par contre n'est pas monopigmentaire. Ensuite, on a le rouge permanent qui est également composé de deux pigments, PR242 et PO62. Et en fait, le rouge permanent orange juste avant est composé exactement des mêmes pigments. Je pense simplement que c'est la proportion qui varie pour avoir plus ou moins rouge et plus ou moins orange. Ce sont toutes les deux des couleurs que je conseillerais pas d'acheter même si elles sont très belles parce qu'en fait, si tu regardes bien, juste au-dessus, la teinte orange de chrome c'est PO62
Et à 2 crans vers la droite, tu as également le rouge de géranium qui est PR242. Donc en fait, autant avoir ces deux couleurs sur ta palette si tu veux faire ce genre de mélange, ça te permet d'avoir des teintes monopigmentaires qui te serviront à faire ce mélange et aussi plein d'autres. Après, tu as le rouge de cadmium clair PR108, donc on est toujours dans les rouges qui tirent sur le orange. Puis on a le rouge de géranium qui, avec le vermillon juste le suivant, sont vraiment mes préférés de la gamme, je pense. Donc le rouge de géranium c'est PR242 et tu peux voir qu'il est semi-transparent. Ensuite, le vermillon avec le pigment rouge 255, il est légèrement plus opaque, mais également un petit peu plus light fast, et honnêtement, entre les deux, je ne sais pas trop lequel je vais choisir. Puis on a le vermillon clair PR188, 3 étoiles, et complètement transparent. Il est joli, après moi je le trouve un petit peu palo, mais si vraiment tu veux quelque chose de très très transparent, ça peut être une bonne option. Puis on a le rouge écarlate et franchement il est magnifique. Alors souvent quand on a écarlate ou scarlet en anglais, c'est que c'est encore un rouge orangé, mais là je trouve que c'est pas le cas, il est très primaire. Il est light fast et semi-opaque et franchement il me fait de l'œil de ouf, mais j'en ai un de chez Winsor & Newton qui ressemble beaucoup donc je sais pas. On verra si je craque. Ensuite, on a le rouge de cadmium moyen, et bof, je sais pas, je le trouve un petit peu terne, il est pas trop à mon goût. En général, les cadmiums, je les prends pas parce qu'ils sont toxiques, mais je trouve quand même qu'ils sont très très beaux, et là, c'est pas trop le cas. Après, là, comme il est encore complètement humide, ça se voit pas trop, mais de toute façon, je vais vous mettre des scans bien propres et retouchés pour que ça corresponde le plus possible à la réalité à la fin de la vidéo. Ensuite, on a un rouge de Queen Acridone clair, PR207, très très transparent, light fast, et là, on est encore sur les rouges plutôt primaires, donc ni orangé ni trop rosé. Ensuite, on a le rouge foncé transparent PR144 et une fois qu'il est sec, on peut vraiment voir le côté foncé, il est un petit peu plus désaturé et ça fait vraiment un rouge transparent mais foncé et très riche. Donc il est un peu désaturé mais sans être terne pour autant. Puis on a le rouge de cadmium foncé, toujours avec PR108 et là encore une fois je le trouve un petit peu terne et pas particulièrement attrayant. Ensuite, on arrive au rouge foncé qui est en fait un périlène avec le pigment PR179. Et là, je le trouve vraiment très beau. Alors, on est encore sur des rouges un petit peu désaturés, donc qui peuvent donner l'impression d'être ternes, mais là, pour le coup, il y a vraiment une richesse et une profondeur à la couleur. Ensuite, le rouge de périlène foncé, j'ai pas trop compris pourquoi est-ce qu'ils l'ont nommé comme ça, puisque pour moi, il est clairement beaucoup moins foncé que le rouge foncé juste avant. Donc c'est PR178, et j'ai eu un petit peu plus de mal que sur les autres couleurs à réhumidifier et à obtenir beaucoup de pigments. Ensuite, on a l'alizarine cramoisie qui est une couleur avec un pigment PR83 2.1 bien connu, mais son problème c'est que ce n'est pas très résistant à la lumière, d'ailleurs tu peux voir qu'on n'a qu'une seule étoile. Donc c'est un joli rouge assez foncé et très intense qui tire légèrement vers le rose, mais pour moi le fait qu'il ait qu'une seule étoile c'est complètement rédhibitoire. Puis on a le rouge de rubis foncé avec PR264 et franchement waouh, c'est ultra intense, très foncé tout en étant extrêmement saturé et cette couleur est absolument magnifique. Après elle est quand même bien opaque donc ça explique aussi l'intensité de la couleur à la première couche, mais franchement ça c'est sûr et certain qu'elle sera sur ma palette. Ensuite on a le lac de Garance foncé et ouais bof, au final c'est une couleur qui est pas très intense. En plus c'est un mélange de deux pigments et elle a que 2 étoiles de résistance à la lumière. Donc pour moi, vu la grande gamme de superbes couleurs qu'ils ont, elle vaut pas trop le coup. Contrairement au rouge de Garance foncé juste à côté qui est vraiment magnifique, extrêmement intense, extrêmement pigmenté. Par contre tu peux voir que c'est composé de PV19 et PR179, donc le PR179 c'est le rouge foncé juste au bout de la ligne à gauche et le PV19 ce sera le rouge rubis juste à la ligne du dessous. D'ailleurs ce rouge de Garance ressemble beaucoup au rouge de rubis sur lequel j'ai eu un coup de cœur, c'est juste que le rouge de rubis est un tout petit peu plus primaire et le rouge de Garance un tout petit peu plus rosé. Après, les deux couleurs monopigmentaires avec les pigments qui composent cette couleur-là, je pense les mettre sur ma palette. Donc ça aura pas trop d'intérêt pour moi d'acheter également le mélange des deux pigments, mais à toi de voir où va ta préférence. Ensuite, on a le Bordeaux PR187 qui est très transparent et qui a l'air pas ultra pigmenté au premier abord. Après, vu que c'est une couleur transparente, peut-être qu'il faut mettre 2 voire 3 couches pour qu'elle se révèle.
Pour le lac de Garance rose juste à côté, même problème que pour le lac de Garance foncé qu'on a vu juste avant, pas très light fast, pas non plus monopigmentaire, donc pour moi, même si elle est jolie, à côté de toutes les super couleurs qu'on a, ça vaut pas de ouf le coup. Ensuite, on a le carmin permanent composé de PV19 qui est censé être semi-opaque, mais moi je trouve qu'il est quand même très transparent et il est bien résistant à la lumière. Alors, j'ai rien contre ce carmin, mais franchement, à côté du rouge rubis qui est également composé de PV19, il fait bien pâle figure. Vraiment, le rouge rubis, même une fois qu'il est sec, il est hallucinant de vibrance, il est ultra pigmenté et moi je trouve qu'il est à se rouler par terre. C'est vraiment un des rouges rosés les plus beaux et les plus intenses que j'ai pu voir, donc là on est très clairement du côté des rouges qui tirent fortement vers le rose. Puis on a un joli petit magenta composé de PV42 qui est vraiment très cool, bien pigmenté, bien intense. Après vu que c'est sûr que je vais mettre le rouge rubis d'avant sur ma palette, il n'y a pas un tel écart entre les deux couleurs pour que je prenne également ce magenta, mais franchement si toi il te plaît, tu peux y aller, tu seras pas déçu. Ensuite on a le pourpre magenta qui ressemble pas mal mais qui tire légèrement plus vers le violet avec PR122 et je pense que c'est celui-là qui va élire domicile sur ma future palette. Encore que j'hésite avec le Quinacridone Magenta PR202 qui lui ressemble beaucoup, il est peut-être un tout petit peu plus violet mais vraiment ça se joue à pas grand chose et il est un peu plus résistant à la lumière. Alors là on a un effet bizarre comme si le pigment voulait pas trop rentrer dans le papier mais je pense que c'est à cause du papier et pas à cause de la peinture. Ensuite on a un Quinacridone Violet, toujours PV19, donc ce pigment il est assez versatile, on peut l'utiliser pour faire pas mal de teintes. Et franchement, il est magnifique. En fait, toute cette gamme là de un petit peu magenta qui se dirige vers le violet, franchement, ils sont tous superbes et très pigmentés, très intenses, vraiment rien à redire. Ensuite, on a un rose de poterie PR233. Ça, c'est une couleur qui granule très fortement. Alors, chez Schmincke, il y a très peu de couleurs qui granulent. Si toi t'es fan de granulation, je pense que tu préféreras les Daniel Smith, mais moi justement je cherche à me faire une palette avec très très peu de couleurs qui granulent, donc celle-là c'est sûr que c'est pas trop mon truc, mais si toi elle te plaît, franchement elle est top, elle se réhumidifie très bien, elle est pigmentée, elle est très jolie, donc aucun souci. Puis on a un violet de Périlène PV29 et franchement je suis fan, il est superbe, comme beaucoup d'autres de leurs couleurs, il est ultra pigmenté et ultra intense, donc je sais que je me répète un petit peu en boucle, mais c'est vrai franchement de ce que j'ai pu voir jusque là, les couleurs ont l'air vraiment d'être de très bonne qualité, et ça c'est un autre grand gagnant pour ma future sélection. Ensuite, on a un pourpre de Quinacridone avec PV55 et là encore, il est vraiment très très beau. Beaucoup plus bleu et moins rouge du coup que le Quinacridone Violet avant, donc à voir où va ta préférence. Moi je vais probablement ne pas réussir à choisir entre les deux, mais vraiment toute cette sélection là elle est au top, je l'adore. Ensuite, on a un violet de manganèse avec PV16. Alors en termes de teinte, il est très proche du pourpre de Quinacridone, mais il granule, donc ça fait quand même une grosse différence au niveau des propriétés de la couleur. Il est light fast et semi-transparent. Ensuite, on a le violet Schmincke avec PV23, donc en fait c'est un violet de dioxazine, et j'ai déjà cette couleur dans la marque Winsor & Newton. Franchement les deux sont très beaux, après j'ai l'impression que celui de Winsor & Newton est légèrement plus intense pour cette couleur là, mais franchement celui de Schmincke il est très très beau aussi. Puis on a la teinte violet de Cobalt PV62 et c'est un violet qui granule très fortement, il est ultra délicat et il tire plutôt vers le bleu, très transparent et bien résistant à la lumière. À l'heure actuelle, je recherche plutôt des teintes qui ne granulent pas mais j'avoue qu'il est vraiment très très beau. Puis on a violet d'outre-mer que je trouve pas ouf ouf. C'est un mélange de PV15 et PB29 et franchement je pense que tu peux obtenir un résultat bien plus beau et bien plus intense en mélangeant tout simplement un violet, par exemple un violet de dioxazine avec un bleu outre-mer classique. Après, la teinte là, elle est très belle, mais en fait, une fois sec, il perd pas mal en intensité et la couleur reste belle, mais la pigmentation est légèrement décevante sur cette couleur. Ensuite, on a du bleu de Delft, je crois que ça se prononce comme ça, fait à partir du pigment PB60. Et il y a une couleur dans la marque Mgram que j'ai toujours rêvé d'avoir qui s'appelle le bleu d'Identrenne, je crois, et qui était également faite à partir de ce pigment.
Et à chaque fois que je vois une vidéo du bleu d'Identrend de Mgram sur YouTube ou quoi, je suis en amour devant le truc. Et là, j'ai retrouvé exactement la même sensation sur celui de Schmink. Franchement, c'est un bleu si intense, on dirait un peu des profondeurs sous-marines. Il tire légèrement sur le rouge, donc ce serait plutôt pour faire des teintes de violet très très foncées. Et vraiment, il est magnifique. Bon, je m'arrête là, mais je suis en extase devant ce bleu. Ensuite, on a un indigo, donc vraiment un grand classique. Celui-ci est composé de PB 15.2.1 et de PB 60, et il est vraiment très joli. Alors j'ai peut-être une petite préférence pour celui de Sennelier qui est légèrement plus bleuté. Celui de Schmink, en séchant, il devient un peu plus vers le gris. Et a priori, d'après la gamme de Sennelier, le leur est complètement résistant à la lumière, ce qui n'est pas le cas du Schmink. Après, des fois, il faut se méfier de ce que disent les marques sur la résistance à la lumière de leur couleur, et ça peut pas faire de mal de faire un petit test par soi-même. Puis ici, on a une autre option avec le pigment PB60 qui est également magnifique, un tout petit peu moins foncé et un tout petit peu plus bleu et moins rouge que l'autre, mais vraiment très très beau. D'ailleurs, ça fait beaucoup penser à un indigo, mais plus sur le côté un peu bleuté. Ensuite, on a un magnifique bleu de phthalo, mais qui tire vers le rouge. Donc là, ils l'ont appelé saphir de phthalo, et il est fait avec le pigment PB15 2.6. Il est semi-transparent et bien résistant à la lumière. Alors comme ça, c'est pas hyper flagrant qu'il tire sur le rouge, mais si tu le mets côte à côte avec un bleu qui tire sur le vert, je pense que ça va plus se voir. Puis on a un bleu de cobalt foncé qui est fait à partir du pigment PB74. Son avantage, c'est qu'il est extrêmement résistant à la lumière, tu peux voir qu'il a 5 étoiles. Également, il granule très fort, donc ça c'est vraiment selon les goûts de chacun. Perso, j'ai jamais trop aimé les bleus de cobalt, mais j'avoue que celui-là, je le trouve vraiment joli. Ensuite, on a un outre-mer français avec le pigment PB29, un grand classique. Donc c'est un bleu bien connu qui tire sur le rouge et qui est très fortement granulant. Il est également transparent et bien résistant à la lumière. Ensuite, on a l'outremer extra fin, donc c'est le même pigment PB29, mais la différence c'est que celui-ci ne granule pas. Et franchement, souvent les ultramarines, ils granulent soit beaucoup, soit au moins un petit peu. Et là, même après que ce soit complètement sec, j'ai vraiment l'impression qu'ils ne granulent pas du tout. Ce qui est génial parce que ça fait un bon moment que j'en cherche un comme ça. Ensuite, on a un bleu d'outre-mer qui est mélangé avec du PB15 et du PB29. Franchement, je vois pas trop l'intérêt. Alors avoir deux outre-mer, un outre-mer français qui granule, puis un outre-mer extra fin qui ne granule pas et qui est très très intense, c'est super intéressant. Mais par contre, ce troisième bleu d'outre-mer qui n'est pas monopigmentaire et qui est moins intense que l'outre-mer extra fin, je lui vois pas trop d'intérêt. Ensuite, on a un beau bleu de cobalt avec le pigment PB28 qui est extrêmement résistant à la lumière, encore une fois avec ses 5 étoiles. Par contre, ce bleu de cobalt là ne granule pas. Ensuite, on a une teinte bleue de cobalt. En fait, j'ai oublié de le préciser, mais les pigments de cobalt sont également toxiques. Donc là, je pense que c'est pour ça qu'ils proposent une alternative avec une couleur qui n'est pas monopigmentaire, mais qui imite un petit peu le cobalt. Ensuite, on commence à se diriger vers les bleus froids, donc les bleus qui tirent sur le vert avec un bleu montagne. C'est un très beau bleu qui fait un petit peu penser à la couleur du ciel et qui sera intéressant à ajouter à ta palette si tu cherches à l'utiliser tout seul parce que tu fais des paysages par exemple. En revanche, vu qu'il est composé de 3 pigments, faudra éviter de l'utiliser pour faire des mélanges de couleurs, donc c'est pas vraiment un bleu à utiliser comme un primaire. Puis on a un azur de cobalt avec le pigment PB35. C'est une couleur qui granule très fortement, il est light fast et semi-transparent. Si tu cherches un bleu pour faire des ciels par exemple, assez léger et bien transparent comme celui-là avec une forte granulation, il est magnifique. Ensuite, on a un bleu de Prusse, donc un grand classique avec le pigment PB27, mais je le trouve un petit peu difficile à réactiver et pas super intense, donc pour moi, vu que c'est une couleur assez fréquente et facile à trouver, je pense qu'on peut trouver mieux ailleurs. Puis on a un bleu de Paris, là c'est également un bleu composé de 3 pigments différents, donc encore une fois très intéressant à mettre sur ta palette à condition que tu penses plutôt l'utiliser tout seul et pas trop pour des mélanges de couleurs. Par contre il est vraiment magnifique, il est vraiment très pigmenté et très intense. Ensuite, on a un bleu de phthalo, celui qui tire sur le vert cette fois-ci, avec le pigment PB15 2.1, donc là aussi c'est un grand classique, et honnêtement je le trouve pas exceptionnel, j'ai la même couleur chez Daniel Smith et je trouve qu'elle est plus pigmentée, plus intense et qu'elle a une teinte qui moi me plaît plus. Alors on change de page tout en continuant dans les bleus qui tirent sur le vert avec une teinte bleue de céruléum qui est composée de deux pigments PW4 et PB15 2.3.
C'est un bleu qui se rapproche énormément du cyan qui est donc un bleu primaire et c'est le genre de couleur que j'aime vraiment avoir sur ma palette. Mais chez Schmink, pour le coup, je choisirais plutôt Ceruleum de Helio parce que les teintes sont très très proches, ils ont la même résistance à la lumière, ils sont tous les deux semi-transparents et celui-là, il est monopigmentaire. Et j'ai une toute petite préférence pour la couleur du Ceruleum de Helio, mais honnêtement, elles se ressemblent énormément. En tout cas, pour moi, ce bleu, c'est un must-have à avoir sur ta palette, tu peux mixer énormément de choses avec cette couleur. Puis on a un Ceruleum de Cobalt. Alors je trouve que c'est un bleu vraiment très froid qui me fait un petit peu penser à un bleu glacier avec le pigment PB36, donc on n'oublie pas que malheureusement les cobalts sont toxiques. En revanche, il a quand même l'avantage d'être extrêmement résistant à la lumière et c'est une couleur qui granule légèrement. Puis on a un turquoise de Helio avec le pigment PB16 et là, comme le nom l'indique, on commence à arriver dans les turquoises, donc dans les bleus qui tirent très fortement vers le vert. C'est une superbe couleur, très pigmentée et très intense, elle est plutôt light fast et elle est transparente. Ensuite, on a un turquoise de cobalt PG50. Alors c'est une couleur assez classique qu'on retrouve dans énormément de marques d'aquarelle, mais franchement à chaque fois elle m'impressionne toujours autant, c'est si vibrant, pétant et clair, et celui-là est très très beau, très light fast, semi-opaque et comme tous les bons turquoises de cobalt assez fortement granulants. Puis on a un turquoise de cobalt verte avec le pigment PB36. Là on est à nouveau sur un turquoise qui granule très fortement, mais avec une teinte plus désaturée et beaucoup plus naturelle, un petit peu plus earthy. Puis on a un vert de Prusse composé de PG7 et de PB60 qui est vraiment impressionnant. C'est un turquoise foncé, profond et vraiment très riche, un tout petit peu désaturé et avec une bonne résistance à la lumière et il est semi-opaque. Ensuite, on a le vert émeraude avec PG18 et franchement, c'était plutôt décevant. En fait, il a l'air très peu pigmenté et j'ai eu énormément de mal à le réactiver pour obtenir un minimum de couleur. Ce qui est dommage parce qu'il a quand même 5 étoiles en résistance à la lumière et la couleur que j'ai réussi à obtenir a l'air jolie mais vraiment très pâle. D'ailleurs, j'étais surprise parce que Denise de la chaîne In Liquid Color que je te mettrai dans la description, elle trouve plutôt que chez Schmink le vert émeraude se réactive bien, donc je sais pas si ça dépend des lots ou quoi, mais en tout cas sur ma dot card, c'était pas terrible. Et malheureusement, même chose pour le vert oxyde de chrome brillant, la couleur a beau avoir l'air très jolie, et bah difficile à réactiver, pas très pigmenté en tout cas, comparé aux autres couleurs de Schmink, c'est pas ouf ouf. Du coup, chez Schmink, pour ce type de couleur turquoise qui tire fortement vers le vert, sans aucune hésitation, je me dirigerai plutôt vers leur vert de phthalo. Donc là encore, c'est une couleur très classique composée du pigment PG7, light fast, semi-transparente et il est très pigmenté, aucun souci non plus pour le réactiver. Par contre, ça ne granule pas, donc si toi tu cherches ce genre de couleur qui granule, je trouve que dans la gamme de Schmink, il y aura peut-être pas ton bonheur. En revanche, jette peut-être un œil à la couleur Amazonite de Daniel Smith, je te dis ça comme ça. Ensuite, on a le pigment PG36, le vert de Helio. Il me semble que c'est un vert assez classique qu'on retrouve dans pas mal de gammes, qui a le mérite d'être un vert monopigmentaire, et il est très joli, très intense et très pigmenté. Ensuite, on a le vert permanent olive, fait à partir de PO62 et de PG7. C'est la version permanente du vert olive qu'on va trouver un petit peu plus bas. En fait, je trouve que celui-ci est un petit peu moins intense et un petit peu moins beau. En revanche, il est beaucoup plus résistant à la lumière, donc si c'est une couleur que tu veux sur ta palette, à toi de voir ce que tu veux privilégier. Après, on a un vert de vessie PY153, c'est un vert très transparent, un petit peu un vert pomme, très sympa, et il est très intense, aucun souci pour le réactiver, et il m'a l'air bien pigmenté. Quand il sèche, il tire un petit peu plus vers le jaune et il se désature légèrement. Encore humide, le vert permanent lui ressemble un petit peu, mais en fait il tire moins vers le jaune, il est plus vibrant, plus saturé et plus clair. Il est composé de deux pigments, PY155 et PG7, et il est résistant à la lumière et semi-transparent, donc un tout petit peu plus opaque que le vert de vessie. Ensuite, on a un vert de mai avec les pigments PY151 et PG7, et franchement je le trouve superbe. Là encore, c'est un vert qui tire assez fortement sur le jaune, mais il ne se désature pas du tout, contrairement au vert de vessie. Donc il est moins earthy, beaucoup plus pétant, et c'est vraiment un vert que moi j'adore avoir sur ma palette. Ensuite, on a un vert de cobalt pur qui est un vert qui granule assez fortement, extrêmement light fast, opaque et monopigmentaire avec le pigment PG19. C'est un vert légèrement désaturé et qui apparaît donc assez naturel. D'ailleurs, là on va avoir une belle gamme de verts désaturés.
Et on suit avec le vert de cobalt foncé, cette fois-ci c'est PG26, et comme le précédent, il est granulant, opaque et extrêmement résistant à la lumière. Honnêtement, c'est pas le genre de couleur dont j'ai l'utilité, donc moi je les mets rarement sur mes palettes, mais j'avoue que c'est quand même très beau. On continue dans les verts earthy et désaturés, mais le vert de Hooker, lui, ne granule pas. Perso, je le trouve pas ultra intense, j'en suis pas tellement fan, mais je pense que pour quelqu'un qui fait des paysages dans des tons assez naturels, il peut vraiment avoir son utilité. Ensuite, on a le vert olive qui est la version de base du vert olive permanent qu'on a vu un petit peu plus haut. Et c'est vraiment dommage qu'il ne soit pas résistant à la lumière parce que sinon, ce vert est juste magnifique, super intense et extrêmement pigmenté. Et malheureusement, la version permanente, même si elle est pas mal, ne lui rend pas totalement justice. Puis on a un vert oxyde de chrome avec le pigment PG17 et en fait c'est une sorte de vert kaki qui va se foncer, se désaturer légèrement lorsqu'il va sécher. Il est extrêmement résistant à la lumière et complètement opaque. Ensuite on a le vert olive jaunâtre qui est fait de deux pigments PO62 et PG36 qui est un autre vert kaki mais qui tire beaucoup plus vers le jaune. Honnêtement les deux sont très jolis et celui-ci au lieu d'être opaque il est semi-transparent. Puis on a terre verte composée de PBR, donc PBR c'est pigment brown 7 et de PG7 et j'ai eu le même problème qu'avec l'émeraude un petit peu plus haut. Franchement la couleur est extrêmement difficile à réactiver et même en frottant de ouf on n'obtient pas beaucoup de pigment. En revanche, Schmink lui-même explique que c'est normal sur cette couleur là que ce soit pas très pigmenté et recommande de l'utiliser pour un usage assez spécifique, c'est-à-dire pour désaturer les teintes de peau et permettre d'avoir des couleurs de chair un petit peu plus naturelles, par exemple si on fait du personnage ou du portrait réaliste. Donc je me dis que c'est peut-être une couleur qui paye pas de mine au premier abord, mais qui a vraiment son utilité pour certaines catégories de peintres. Ensuite on a or vert transparent et c'est vraiment une couleur superbe, ça me fait un petit peu penser à un or de quinacridone, mais en beaucoup plus froid et qui tire vers le vert. Tandis qu'à l'inverse, l'or de quinacridone tire sur le orange. Il est composé de PY154 et de PBR7 et c'est très transparent et bien résistant à la lumière. Puis on a jaune rutile avec le pigment PY53 qui est un jaune pâle assez opaque. Il ressemble beaucoup à la couleur suivante qui est jaune brillant foncé, mais celui-ci est composé de trois pigments PW6, PY53 et PBR24 et il se rapproche déjà plus d'une teinte de peau. Même chose pour la couleur suivante, le jaune de Naples qui est composé des mêmes pigments mais qui tire juste légèrement plus vers le rouge. En fait pour moi ces teintes c'est un peu des teintes de chair mais préfaites. Et c'est un avis personnel donc t'es pas obligé de le partager mais moi je déconseille de les avoir sur sa palette. Ou du moins je te déconseille de les avoir si l'objectif c'est de les utiliser comme des teintes de peau préfaites parce que après ça pousse un peu à la flemme honnêtement et à tout le temps utiliser la même couleur toute faite sur ta palette pour faire la peau de tous tes personnages. Et au final, il y a beaucoup moins de diversité et d'intérêt à la peau de tes persos. Donc moi, je préfère continuer à mixer à chaque fois mes teintes de peau, ce qui n'est pas si difficile que ça à faire avec un petit peu d'entraînement, et ça te permet vraiment d'avoir une diversité beaucoup plus intéressante. Ensuite, on a un bon vieux terre de sienne naturel, une couleur très classique et que j'aime beaucoup. Alors là, elle est peut-être un petit peu plus difficile à réactiver que la majorité des couleurs de Schmink. En revanche, elle est extrêmement lightfast et elle est très transparente. Composé de PBR7 et de PY43, je trouve que c'est une version de terre de sienne très délicate et qui peut vraiment être intéressante. Ensuite, on a un ocre jaune naturel, et là, pareil que pour le terre de sienne juste avant, la couleur est peut-être pas extrêmement pigmentée et pas hyper facile à réactiver, mais elle est vraiment intéressante parce qu'elle est très transparente et c'est vraiment un ocre jaune très particulier qui est moins jaune et plus naturel comme son nom l'indique que les autres que j'ai pu tester jusque-là. Et je mets toujours un ocre jaune sur ma palette, c'est une couleur que j'utilise beaucoup pour mixer les teintes de peau claire et je pense que c'est celui-là que je vais choisir pour ma palette Schmink. Ensuite on a l'ocre de titane doré qui est complètement différent de l'ocre jaune naturel, il est beaucoup plus opaque, beaucoup plus jaune. Et il est monopigmentaire avec le pigment PBR24. Ensuite, on a un ocre jaune, tout ce qu'il y a de plus classique avec le pigment PY42, il est extrêmement lightfast, semi-opaque et il m'a l'air très très bien. Alors moi, pour le côté un petit peu original, je vais préférer l'ocre jaune naturel, mais l'ocre jaune m'a l'air de très bonne qualité. Ensuite, on a l'ocre transparent avec le même pigment PY42 et je trouve qu'il est un petit peu au milieu entre l'ocre jaune naturel et l'ocre plus classique. Il est vraiment d'une transparence irréprochable et honnêtement, entre celui-ci et l'ocre jaune naturel, mon cœur balance, je vais avoir du mal à choisir entre les deux.
Puis on a une terre d'ombre naturelle avec PBR7 et PY43 et là encore elle est peut-être pas aussi facile à réactiver et pas aussi pigmentée que la plupart des teintes de la gamme de Schmink, mais elle est quand même très jolie avec une teinte très intéressante et attention c'est une couleur qui granule donc que moi je n'aimerais pas du tout parce que les teintes de terre je les utilise toujours pour faire les peaux et une peau qui granule en tout cas perso c'est pas mon truc. Mais si toi tu aimes ça, c'est une teinte qui est vraiment très sympa, attention quand même à prendre en compte qu'elle n'est pas excessivement pigmentée. Puis on a un jaune de Naples rougeâtre qui est une autre teinte de peau pour feignasse qui n'a pas envie de les faire soi-même, et je te conseille encore une fois vraiment d'apprendre à les faire toi-même. Ensuite, on a un brun de spinel avec le pigment PY119 et il est extrêmement pigmenté, extrêmement opaque et extrêmement light pass. Donc en fait, au niveau de la pigmentation et de l'opacité, c'est un petit peu l'inverse de ce qu'on a pu voir chez l'ocre transparent ou chez l'ocre naturel. Donc c'est une couleur beaucoup plus pigmentée et beaucoup plus puissante, mais aussi beaucoup moins transparente, à voir où va ta préférence. Et c'est un peu la même chose avec le brun d'or juste à côté, mais il a le défaut d'être beaucoup moins light fast. Il est également fait à partir de 2 pigments, mais ça pour le coup pour les tons de terre, moi ça me dérange pas. Je le trouve un peu plus beau que le brun de spinel, j'adore cette teinte dorée, mais honnêtement je pense qu'un brun de spinel qui a le mérite d'être extrêmement light fast avec une touche d'or de quinacridone, on doit avoir à peu près le même résultat. Ensuite, on a une terre de sienne transparente, donc c'est un brun qui tire plutôt vers le rouge, elle est effectivement très transparente, très light fast, et c'est un très joli terre de sienne avec le pigment PR101. Ensuite, on a la couleur châtain avec le pigment PBR7. C'est un brun chaud qui granule légèrement et qui est extrêmement light fast. Il est noté semi-opaque, mais moi je le trouve plutôt transparent et il est relativement peu pigmenté, mais quand même assez joli. Ensuite, on a la terre de sienne brûlée avec PR101 et PBK9 et honnêtement, je trouve qu'elle ressemble comme 2 gouttes d'eau à terre de sienne transparente, au détail près qu'elle est un peu plus opaque. C'est toujours un brun chaud, très joli et extrêmement light fast, à toi de voir si tu préfères de l'opacité ou de la transparence. On continue dans les brins qui tirent vers le rouge avec un rouge de Venise, c'est également le pigment PR101 comme le terre de ciel, mais ça tire encore plus vers le rouge et c'est encore plus opaque, ça reste extrêmement light fast également. Le brun de Garance est un peu moins pigmenté mais également beaucoup plus transparent et encore un peu plus rouge que le rouge de Venise et il est fait du pigment PR206. Il a quand même 4 étoiles au niveau de la résistance à la lumière donc c'est très bien. Ensuite, on a un brun transparent qui n'est pas si transparent que ça, puisqu'il est quand même noté semi-opaque, et c'est un marron un petit peu chocolat qui reste chaud mais qui n'est pas aussi rouge que les précédents. Il est bien résistant à la lumière et il ne granule pas. Si comme moi t'es à la recherche de tons de terre qui ne granulent pas, franchement n'hésite pas à jeter un œil à Schmink parce que c'est une bonne option. Ensuite, on a le brun d'acajou avec le pigment PBR33 qui est un brun qui granule fortement, extrêmement light fast et opaque. On est encore sur les brins chauds mais on commence doucement à s'en éloigner quand même. Toujours dans les brins qui granulent, on a le rouge indien avec PR101 et PR206. Il est également opaque et extrêmement résistant à la lumière, mais la différence avec le précédent c'est que lui il est plus violet que rouge. Ensuite, on a un brun de Mars avec le pigment PBR6. Là encore, on est sur un brun qui granule assez fortement, qui a 5 étoiles en résistance à la lumière et qui est bien opaque. Mais la teinte est encore une fois différente des précédents. Il n'est ni vraiment violet ni vraiment rouge. Ça reste un brun légèrement chaud, mais il est c'est plus un vrai marron, on va dire. Puis on a le terre d'ombre transparent qui est fait à partir du pigment PR101 et qui est effectivement très transparent. En revanche, contrairement à certaines couleurs, sa transparence ne l'empêche pas d'être très pigmenté. Il est extrêmement résistant à la lumière, et là, encore humide, il a un petit aspect doré, mais qu'il perd en séchant. Et sans être vraiment rouge non plus, ça reste encore un brun légèrement chaud. En fait, j'ai l'impression qu'il y a énormément de brins chauds dans la gamme Schmink. Ensuite, fait à partir du pigment PBR7, on a le terre d'ombre brûlé, qui est encore une fois extrêmement résistant à la lumière, mais plus opaque que le précédent. Cette fois-ci, c'est un brun moins chaud, il est plutôt neutre. Ensuite, on sort un petit peu des brins chauds pour avoir quand même quelques options de brins qui tirent plus vers le vert. Et on commence avec le terre d'ombre vert qui est composé du pigment PBR7 qui est semi-transparent, extrêmement light fast et qui granule. D'après moi, il manquerait peut-être un tout petit peu de pigmentation, mais ça va encore.
Le brun Van Dyck, je sais pas du tout comment ça se prononce, composé de 3 pigments PY150, PBR7 et PBK7, est un autre brun qui tire sur le vert, donc plus froid, mais plus opaque, un tout petit peu moins lightfast, mais ça va, il a quand même 4 étoiles, et plus pigmenté. Ensuite, on a un brun sépia, il est également composé de 3 pigments, PB15 2.1, PBR7 et PBK9, il a 4 étoiles en résistance à la lumière et il est semi-opaque. C'est un brun intense, froid et pigmenté et qui ne granule pas. Puis juste à côté, on a son alternative mais plus chaude, la teinte sépia rougeâtre qui est composée des mêmes pigments, à part que à la place de PB151, on a PR242 qui explique la teinte rougeâtre. Ensuite, on a une teinte neutre. En fait, c'est plutôt un gris qui tire fortement sur le violet tout en étant assez foncé et très désaturé. Il est composé de PR122, PB60 et PBK7 et il a 3 étoiles en résistance à la lumière. Ensuite, on a un gris neutre et c'est un gris neutre, c'est-à-dire qu'il n'est ni vraiment chaud ni vraiment froid, il est vraiment entre les deux et il est composé également de 3 pigments, PR255, PB60 et PO62. Et bien sûr, tu peux également mixer des gris toi-même, neutres ou pas, à partir de couleurs complémentaires sur ta palette. Ensuite, on a un gris de peigne bleuâtre composé de PBK6 et de PB15 2.6 et Mama, il est magnifique. Il est extrêmement foncé, extrêmement riche et ultra pigmenté. Donc de base, un gris de peigne, c'est un gris qui tire vers le bleu, mais celui-là, comme son nom l'indique, tire particulièrement fort vers le bleu et je suis assez fan. D'ailleurs, on pourrait facilement le confondre avec de l'indigo. Juste après, on a un vert de périlène tout aussi intense et tout aussi magnifique. Il est composé d'un seul pigment, PBK31, et il a tout de même 4 étoiles en résistance à la lumière. C'est une couleur opaque. Et Schmink nous dit que c'est la couleur idéale pour ombrer les paysages. Et franchement, même si moi je fais pas trop de paysages, c'est sûr que je vais la mettre sur ma palette avec ce gris de peigne juste avant, c'est le combo gagnant des couleurs dark et intenses. Ensuite, on a le gris de peigne Schmink qui est composé de PR101, PB29 et PBK7, et c'est la version beaucoup moins bleue du gris de peigne. D'ailleurs, pour un gris de peigne, il est vraiment très neutre, donc on a presque les deux extrêmes du gris de peigne. Ensuite, on arrive sur les noirs avec le noir de bougie fait à partir du pigment PBK6. C'est un noir opaque et intense et je trouve qu'il a une tendance légèrement froide. Par comparaison, le noir d'ivoire juste à côté, qui est fait à partir de PBK9, je trouve qu'il est légèrement plus chaud. Il est également un poil moins opaque et extrêmement résistant à la lumière. Juste après, on a le noir de hématite et tu peux voir que j'ai noté PG19, mais en fait, je me suis trompée, c'est PG17. D'ailleurs, je comprends pas trop pourquoi c'est un pigment green, mais c'est bien ce qui est noté sur la fiche de Schmink. En tout cas, c'est un noir qui granule assez fortement et qui est un tout petit peu moins intense que les deux autres. Il en reste quand même pas moins opaque et il est extrêmement résistant à la lumière. Puis on a un gris anthracite fait à partir du pigment PBK7, c'est un gris qui tire très légèrement sur le brun qui est light fast et opaque. Et celui-ci ne granule pas. On continue sur les gris avec le gris graphite fait à partir de PBK6 et c'est un gris assez neutre, très classique, opaque et résistant à la lumière. Et enfin, on a un noir de Mars, PBK11, et donc là c'est un noir qui granule également assez fortement et qui tend légèrement sur le brun lui aussi. Il est extrêmement résistant à la lumière et il est plutôt opaque d'après Schmink, mais moi je trouve qu'il n'est pas si opaque que ça, après c'est peut-être parce qu'il est légèrement moins pigmenté que les autres noirs de la gamme. Ensuite on a les couleurs métalliques et ils en ont que deux, très classiques, argent et or. En général, les couleurs métalliques ont beaucoup de mal à être réactivées, c'est aussi le cas ici, mais d'habitude quand je m'en sers, je laisse poser quelques gouttes d'eau dans le godet pendant 2 ou 3 minutes avant de les utiliser. Et ça c'est vraiment valable pour toutes les marques que j'ai pu tester jusque-là, donc je peux pas vraiment les juger sur une dot card comme ça. Ensuite, on arrive sur leur petite gamme de couleurs entre guillemets brillantes et on commence avec le rose opéra qui est incroyablement vibrant. Franchement, même les rouges rubis et magenta de l'autre côté qui sont déjà ultra pétants, ils lui arrivent pas à la cheville. Alors c'est peut-être pas du goût de tout le monde, mais perso cette couleur je la trouve ultra belle. Sauf que il y a une grosse question en suspens, c'est la résistance à la lumière. Pour ces 4 couleurs mentionnées brillantes, en fait, ils mettent même pas d'étoiles, donc on n'a aucune info sur la résistance à la lumière. La seule information qu'on a dans la brochure de Schmink, c'est que c'est une combinaison de 2 pigments, un pigment hautement résistant à la lumière, qui est ici PR122,
et un pigment fluorescent. Et on n'a aucune idée, je pense, de la résistance du pigment fluorescent et donc de l'ensemble. Alors pour le pourpre brillant et le rouge violet brillant, je les trouve pas excessivement intéressants. En revanche, le rose opéra et le bleu violet brillant, je les trouve magnifiques, donc je pense que je vais peut-être craquer dessus, au moins sur le rose opéra, et faire des tests de résistance à la lumière. Et si ça aboutit à quelque chose, et je vous tiendrai au courant. Et voilà à quoi ressemble la dot card avec toutes les couleurs swatchées. Alors c'est ma toute première approche des aquarelles Schmincks, mais franchement au premier abord elles tiennent leurs promesses et leur réputation. Elles sont extrêmement vibrantes, extrêmement pigmentées, alors bien sûr comme dans toutes les marques il y a 2 ou 3 couleurs qui sont un peu décevantes, mais là je te parle vraiment de l'ensemble. À noter que c'est une gamme de couleurs où il y a relativement peu de couleurs qui granulent, donc si comme moi tu cherches plutôt à te faire une palette avec des couleurs principalement qui ne granulent pas, c'est une très bonne option. Au contraire si t'es un fan de granulation, je pense qu'il faut plutôt t'orienter vers une autre marque comme au hasard Daniel Smith. Encore que c'est peut-être pas tout à fait vrai parce que même s'il n'y en a pas beaucoup, les couleurs qui granulent sur cette palette sont vraiment très très belles et il me semble que Schmink vient récemment de sortir une gamme spécifique de couleurs extrêmement granulantes. Je crois qu'il y a peut-être 25 couleurs mais elles sont pas ici, c'est vraiment une gamme toute récente et pour le moment je les ai pas trouvées autrement qu'en tube de 15 ml qui coûtent genre 15 ou 20 balles le tube, donc franchement impossible pour moi financièrement de les tester. Évidemment si je trouve une dot card de cette gamme, vous pouvez être sûr que vous la verrez sur la chaîne. En tout cas j'ai qu'une envie, c'est de me faire une palette avec toutes les couleurs sur lesquelles j'ai eu un coup de cœur, mais vu leur prix je vais quand même devoir patienter un petit peu. Alors maintenant je vais juste te mettre des photos rapprochées pour que tu puisses vraiment bien voir les noms des couleurs de près si toi t'as envie de faire des achats. De base je voulais te mettre des scans mais en fait mon scanner ne prend pas bien certaines couleurs comme les rouges, les oranges, des trucs comme ça. Et même si ça fait un petit peu moins propre avec des photos, les couleurs sont plus proches de la réalité. Par contre, attention, il faut pas oublier que selon l'écran sur lequel tu regardes, les couleurs peuvent varier pas mal parfois. Du coup, si tu veux vraiment être sûr à 100% de ton choix, le seul moyen c'est que toi aussi tu achètes la dot card en vrai. Après là, ça peut déjà te donner une bonne indication. Si jamais il y a une couleur où t'arrives pas à lire le nom ou quoi que ce soit, n'hésite pas à me demander en commentaire, évidemment je te répondrai. Et surtout, dis-moi tes couleurs coup de cœur en commentaire parce que jusque-là, à chaque fois, je suis surprise, vous avez rarement les mêmes que moi. N'oublie pas de t'abonner et de me mettre un petit pouce en l'air si la vidéo t'a plu. Tu peux aussi commenter et partager pour m'aider à faire vivre la chaîne et on se retrouve samedi prochain pour une nouvelle vidéo.